Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche vendredi 24 mai 2024 à l'occasion du 7e festival L'Histoire à venir qui se tenait à Toulouse du 22 au 26 mai 2024. Dans le cadre de sa thématique pérenne Histoire et démocratie, une rencontre intitulée « Quelle histoire les musées racontent-ils ?» réunissait ce jour-là Bénédicte Savoie, historienne de l'art à l'Université technique de Berlin, spécialiste des translocations d'œuvres d'art et de la restitution du patrimoine artistique et culturel africain, autrice du livre « À qui appartient la beauté » aux éditions La Découverte, ainsi que Natacha Laurent et Paola Barrero-Lopez, respectivement historienne contemporanéiste et historienne de l'art, toutes deux à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre qui n'est pas dans le programme, malheureusement papier, qui a été monté juste après l'impression du programme, qui se trouve donc annoncé sur le site d'Ombre Blanche et sur le site de l'Histoire à venir et qui va nous permettre de rencontrer Bénédicte Savoie autour de son dernier livre, mais je vais laisser Paola vous introduire tout à l'heure, vous présenter Bénédicte et vous remercier évidemment au nom de l'équipe du festival et au nom d'Ombre Blanche d'avoir accepté cette invitation. Je dis juste que ça fait plusieurs années qu'on essayait d'inviter Bénédicte Savoie, donc on est vraiment très très content que vous soyez là aujourd'hui. On a une première rencontre ce matin et une seconde cet après-midi dans la grande salle du Théâtre Garonne qui nous permettra, je pense, d'aller encore plus loin que ce qu'on va pouvoir faire ce matin. Voilà, j'ai la chance d'animer cette rencontre avec ma collègue Paola Barrero-Lopez, qui est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, membre également de Framespa. Et je lui laisse le soin de présenter Bénédicte Savoie. Merci Natacha, merci beaucoup au Festival L'Histoire à venir pour m'inviter à faire ces conversations à trois, dont je suis ravie. Alors, mon grand plaisir de présenter Bénédicte Savoie, historienne de l'art, professeure de l'Université technique de Berlin. Parle bien. Plus proche. Ah, pardon. D'accord. Et donc, professeur d'histoire de l'art de l'Université technique de Berlin, mais avec une histoire qui connecte la France et l'Allemagne, n'est-ce pas, normalienne, une thèse sous la direction des musées d'Espagne, non? Et un travail sur les spoliations des campagnes de Napoléon et donc un rôle très important sur les débats sur les restitutions aujourd'hui. Déjà parce qu'elle était en charge avec Felwine Sarr du rapport sur la restitution, non, à la commande d'Emmanuel Macron qui a été fait en 2018 et moi je me suis permis de prendre quelques livres ici dont Restituer les patrimoines africains, vous l'avez ici, qui a donné lieu aussi à des restitutions, par exemple, du Bénin. Donc, un travail qui s'est fait ces dernières années sur les combats de l'Afrique pour son art. Et quelques années passées aussi quand même en France, au Collège de France, avec la chaire d'histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe du 18e au 20e siècle. C'est la chaire internationale, mais de nouveau des retours à Berlin. Donc merci beaucoup de revenir en France encore aujourd'hui. Et les livres qui nous intéressent, c'est le dernier livre de Bénédicte Savoie, À qui appartient la beauté. Donc il y aura ces conversations cet après-midi. Et aujourd'hui, on voulait quand même commencer à ouvrir le débat avec elle sur la question de l'histoire que les musées nous racontent, non? Et donc, même si c'est une question large, est-ce que je la lance, Natacha, on voulait quand même vous lancer la question. Je pense que vous répondez beaucoup dans vos livres et sans doute à qui appartient la beauté, mais en ces moments-là, quelle histoire, plusieurs, les musées nous racontent-elles? En général, qu'est-ce que vous pensez? Merci pour cette double introduction, pour cette invitation qui m'honore beaucoup. C'est mes premières impressions. Je suis arrivée au milieu de la nuit avec un train très en retard et j'ai trouvé que Toulouse la nuit est magnifique et Toulouse le jour ce matin était encore plus belle. Et merci beaucoup de votre accueil chaleureux et de cette traversée que je viens de faire dans les espaces de cette librairie qui me paraît
fulgurante et en tout cas très, très éloignée dans les étoiles et sa qualité de ce que nous avons à Berlin où je vis depuis une 30aine d'années maintenant. Une ville qui a une grande réputation, qui est mythique, qui attire beaucoup les Français, mais qui a aussi une dureté et une absence de librairie criante, de bonnes librairies. Voilà. Donc je me sens particulièrement accueillie et heureuse d'être ici. Quelles histoires racontent les musées? Ou plutôt, j'aimerais répondre plutôt d'abord, quelles histoires ne racontent-ils pas? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Si on résume beaucoup, si on schématise beaucoup, un musée, c'est une sorte de machine qui sert à mettre des temps, des temporalités différentes en connexion. Donc le temps des objets, très anciens parfois, je sais pas quoi, un dinosaure dans un musée d'histoire naturelle, et le temps toujours renouvelé des visiteurs et des visiteuses. Donc si vous visitez un musée en 2024, un musée d'art islamique, où vous voyez, je sais pas, des choses qui viennent de Damas qui ont été prises au 19e siècle et qui sont arrivées ici, vous vous dites, oh là là, quelle chance j'ai en 2024, après les destructions, de voir ça. Le musée met ensemble des œuvres qu'il essaye de garder éternelles pour toutes les générations et les générations qui passent et qui interagissent différemment. Et si tout se passe bien, un musée est très heureux si le temps très ancien d'une pièce et la contemporanéité de chaque personne, vieille ou jeune, avec sa grand-mère ou étant elle-même grand-mère, etc., face à l'œuvre, le musée est content s'il se passe quelque chose, s'il y a une étincelle, s'il y a un bouleversement, s'il y a une émotion. Vous venez à Berlin, vous avez 16 ans, vous êtes une fille, vous voyez Néfertiti, et tout d'un coup, vous ne pensez plus à vous faire des selfies de vous-même, et là, il s'est passé quelque chose. Ou Rilke va au Louvre, Rainer Maria Rilke, dans les années 1900, il voit un torse, il rentre chez lui, il écrit un poème, « Tu dois changer ta vie », « Du musst dein Leben ändern ». Voilà. Ça, c'est le musée qui marche, qui est content quand ça marche comme ça. Ce que le musée ne raconte jamais, jusqu'à maintenant, il n'a pas été fait pour ça, il n'aime pas le faire, c'est quand l'œuvre est arrivée là. Quand est-ce que ce torse est arrivé là? Quand est-ce que le dinosaure est arrivé au musée d'histoire naturelle? Quand est-ce que Néfertiti est venu nous embraser? Et si on regarde ce temps-là, ce temps, disons, caché, ou en tout cas invisibilisé, souvent c'est un temps très récent. Toutes ces pièces-là, qui peuvent être très, très, très anciennes, sont en général arrivées en l'espace de 30-40 ans, au British Museum, au Louvre, sur l'île des musées à Berlin, à Bruxelles, etc. Et ces 30-40 ans, c'est entre 1870 et 1919, si on exclut l'art contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, et le dinosaure, et Néfertiti, et l'hôtel de Pergame, et la Vénus de Milo sont arrivés au même moment, chez nous, dans nos musées européens. Et les frises du Parthénon, à quelques décennies près. Et ces années-là, c'est les années de l'impérialisme européen. Les années où l'Europe, où Paris, Berlin, Londres, Bruxelles, rivalisent à l'échelle mondiale, non seulement pour s'accaparer des territoires et des richesses naturelles, mais aussi des richesses culturelles. Et pour moi, et j'arrête là de répondre, mais pour moi, ce temps invisible-là, ce moment-là, il est aussi précieux que le reste quand je visite un musée. Moi, j'aime interagir avec Néfertiti, disons, ou avec l'hôtel de Pergame, et j'aime me dire, j'aime être transportée dans le rétrécissement du temps entre elle et moi. Voilà, je la regarde et je me dis, wow, elle est née en moins 1400 avant Jésus-Christ, et on peut quand même interagir. Donc ça, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Mais j'aime en même temps. Je pense qu'il est important de savoir en même temps qu'elle est arrivée en 1913 à Berlin. Et que Berlin en 1913, c'est pas un moment anodin. Et j'aime m'interroger sur le fait de pourquoi à ce moment-là, qui l'a lâché, qui l'a laissé partir, comment ça s'est fait, etc. Voilà. Et je trouve que les musées le racontent trop peu, ou laissent trop des pages web ou des livres le raconter, mais le racontent trop peu à côté des pièces elles-mêmes. Et voilà. Alors, c'est justement une question, je sais que Paola va embrayer sur cette question parce que ça fait partie des points dont on avait discuté, mais avant qu'elle embraye sur cette question, du coup, votre introduction me fait penser à autre chose. C'est que dans les fiches des œuvres, les conservateurs connaissent cette histoire, c'est documenté, on est bien d'accord. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement inconnu, qui est disparu.
C'est très facile et c'est pour ça que le métier que je fais est vraiment pas du tout héroïque. Il suffit de gratter un tout petit peu. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est important parce que c'est d'autant plus étonnant qu'alors que tout est très documenté, nos musées sont des produits du 19e siècle où la statistique, la liste, l'inventaire sont des dieux laïques du musée, disons. On fait ça pour la liste, pour l'inventaire. Donc il suffit d'ouvrir les tiroirs, d'ouvrir la porte et on a l'information. Si les musées laissent accéder les chercheurs, les chercheuses à cette information qu'ils n'ont longtemps pas voulu dire trop clairement. Oui, et puis après, je te laisse la parole, Paola, mais il peut aussi arriver que ces informations-là soient erronées ou aient été falsifiées, ou se soient perdues, ou etc. aussi. Parce que quand les circulations sont complexes, j'imagine que ça ne doit pas être aussi simple que vous le dites. Il ne suffit pas d'aller regarder un inventaire. Non, oui et non. Il suffit d'aller le regarder pour aussi se rendre compte des erreurs criantes. Notamment, j'ai travaillé ces dernières années, comme vous l'avez rappelé, Paola, sur le continent africain. Si vous êtes en Allemagne ou bizarrement et de manière contre-intuitive, à Berlin, vous avez la plus grande collection d'art africain au sud du Sahara, avec 75 000 pièces, contre 69 000 au Quai Branly et 69 000 à Berlin. Donc, à Londres. Donc le British a 69 000 pièces africaines, Paris en a 69 000, Berlin en a 75 000. Voilà. Et si vous allez dans ces inventaires-là, ils sont bien sûr tout faux. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a écrit juste, par exemple, Cameroun pour une région du continent africain qui est très diversifiée. Et ensuite, on sait que c'est arrivé quand le Cameroun était une colonie allemande, mais d'où exactement? Et ensuite, là, on rentre dans des questions très, très importantes qu'on appelle d'épistémologie, c'est-à-dire est-ce que quand on prend un tambour de guerre et qu'on l'intitule instrument de musique dans ces inventaires, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que ça fait à la pièce? Qu'est-ce que ça fait à son histoire? Pourquoi l'armée s'empare d'un tambour de guerre et que ce grand tambour de guerre de 400 kilos qui sert en fait à communiquer que le blanc arrive et qu'il faut vite s'enfuir, pourquoi après on va le mettre dans la collection des instruments de musique avec les flûtes etc. Tout ça, c'est les questions extrêmement liées à ces inventaires qui ne sont pas erronés forcément de manière oui, et même enfin, c'est pas parce qu'on a perdu la trace, c'est parce que le musée transforme, est aussi une machine à transformer des choses et à les neutraliser aussi d'une certaine manière. Tu veux ? Vas-y. Non, on a plusieurs questions à propos de cela, mais évidemment la question clé c'est que les musées ne racontent pas, et que votre livre raconte. Mais la question qu'on s'est posée, comment les musées peuvent raconter ces histoires d'une façon assez spécifique et à travers de quels gestes muséal peut être, parce que bien sûr, je me demande, la question des restitutions est hyper intéressante. Vous faites un travail, déjà la carte, non? Dans ce livre, il y a un travail des cartes où on voit que les œuvres sont mobiles, et qu'on voit aussi ces périodes assez courtes de mobilité et sur quelque chose qui semble naturel et lointain ou éternel. Mais de quelle façon est-ce qu'un cartel suffit? Il me semble que c'est trop courte. Quels moyens on peut mettre en place pour raconter ces histoires une fois que les musées sont d'accord? Parce que les musées ne sont pas toujours d'accord. C'est certainement Bon, toutes les réponses que je vous fais viennent de Berlin. Alors, puisque je vis à Berlin, je suis socialisée là-bas, et je vois bien que la culture muséale en France est un peu différente et que les blocages ne sont pas au même endroit. L'idée de service public en France fait qu'on a quand même on a souvent les numéros d'inventaire sur les cartels, par exemple. Donc, et souvent, avec un numéro d'inventaire, on sait quand la pièce est venue. Donc, si vous êtes un peu obsédé par ces questions-là comme moi, vous allez au Louvre et vous verrez en bas que la pièce porte le numéro 1797 et que donc, très probablement, c'est une saisie révolutionnaire. Il faut le savoir, mais on peut. En Allemagne, pendant longtemps, à Berlin, on a refusé activement de donner ces informations parce que la manière dont les musées allemands se sont composés est liée au XXe siècle, par exemple, largement à la spoliation des familles juives, exterminées par ailleurs. Donc on s'est approprié leur patrimoine. Et pendant très longtemps, un tableau de Klimt, un tableau expressionniste dans un musée n'était pas lié à son propriétaire précédent, bien sûr, pour des raisons qui peuvent paraître évidentes. Et donc les musées ont été forcés ces 10 ou 20 dernières années, en Allemagne notamment, à sortir cette histoire-là et à l'inscrire sur les cartels. C'est long, c'est difficile, et je réponds comme ça parce que ce sont des traumatismes différents, disons, que les musées ont. On peut dire qu'en Europe, ces institutions-là, les musées, puisqu'il
ils sont faits, elles sont faites pour faire comme si les pièces étaient éternelles, mais elles ont traversé des traumatismes, des polytraumatismes du XXe siècle, chacune à leur manière différente. En Allemagne, donc, évidemment, la guerre, non seulement donc, l'acte de spolier ses propres populations pour des raisons raciales, et un traumatisme des musées aujourd'hui, 70 ans après, mais ils ont aussi le traumatisme d'avoir été pillés eux-mêmes, notamment par l'Armée rouge, en 1945, et une partie des collections berlinoises sont aujourd'hui dans l'ex-URSS, elles y sont toujours, etc. Donc chaque institution de ce genre-là a ses propres nœuds, ses propres choses difficiles. Et en France, de toute évidence, la question coloniale est encore difficile à aborder, pour deux raisons, je dirais. Donc la question coloniale, et comme je le disais tout à l'heure, en fait, beaucoup d'œuvres qui sont arrivées dans nos musées sont arrivées à l'époque où la France avait un mandat en Syrie, avait une colonie en Afrique, ou avait un accès très particulier à l'Empire ottoman qui lui permettait, avec ses navires de guerre dans le détroit des Dardanelles, etc., de déplacer facilement des pièces difficiles à déplacer. Donc l'histoire militaire, l'histoire coloniale, l'histoire des asymétries de pouvoir concerne beaucoup aussi la France, sauf qu'en France, pour le moment, ça reste difficile pour des lieux de beauté, les temples de la beauté, ces lieux qui sont si importants dans on dirait en allemand, dans le Selbstverständnis, dans l'idée que la République française se fait d'elle-même. Il y a le patrimoine, la laïcité et la République qui sont des colonnes très très fortes ici. Et le patrimoine, c'est une sorte de valeur sûre, douce, rassurante, ça nous appartient. Voilà. Et une des difficultés ici, qui est différente dans d'autres pays, c'est de réussir à dire ce patrimoine est doux, rassurant, il nous appartient, on en prend soin, on investit beaucoup de budget pour lui. Néanmoins, il est lié à des épisodes de l'histoire française qui sont des épisodes parfois douloureux pour d'autres, qui maintenant, aujourd'hui, eux-mêmes sont des habitants de la France et s'identifient autrement à ces histoires. Voilà, tout ça, c'est dit de manière très compliquée, mais c'est pour dire que les musées, à mon avis, tant dans un pays comme l'Allemagne qu'ici et ailleurs, disons la transparence patrimoniale ou même la justice culturelle qui demande que ces histoires soient racontées aussi, ça va être une grande affaire, disons, du 21e siècle. On est déjà en 24. Donc déjà en 2000, moi-même, je me disais, voilà, les restitutions, ça va être la grande affaire du 21e siècle. On voit que 25 ans après, on est toujours dedans, beaucoup dedans. Mais l'autre chose, c'est comment des conservateurs et conservatrices, dont le nom de leur métier eux-mêmes indique que c'est peut-être pas les plus révolutionnaires ou les plus amenés à transformer leurs institutions, et à juste titre, ils sont là pour conserver. Comment vont-elles faire pour raconter ça de manière constructive, disons. Il ne s'agit pas de détruire les musées, il ne s'agit pas de vider les musées, il ne s'agit certainement pas de tout ça, aussi en partie de rendre justice, mais il s'agit surtout beaucoup de libérer la parole sur ces questions pour ceux qui ont besoin de cette parole. Alors, tout le monde n'en a pas besoin. Certains sont très contents de juste penser que Nefertiti est arrivée avec un drone un jour, on ne sait pas quand, et qu'elle est dans ce musée, et que ça a valu le coup d'aller à Berlin la voir, et qu'on est ému, bouleversé, etc. Oui, mais je crois qu'en tout cas, mes étudiantes et mes étudiants, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ou un peu plus, veulent de plus en plus savoir d'où vient leur consommation, y compris leur consommation culturelle. C'est-à-dire pas seulement leur café, leur t-shirt et tout, mais aussi leur émotion esthétique face à Nefertiti. Et il va falloir le raconter. Et donc, pour répondre enfin à la question, je pense que c'est très difficile et que ça va prendre du temps de trouver comment faire, mais qu'en tout cas, l'argument qu'on a eu pendant longtemps, oui, mais on ne peut pas écrire des tonnes de textes à côté de l'œuvre, ça l'étouffe, etc. Ce qu'on entendait encore il y a 10-20 ans, évidemment, maintenant, avec le QR code, tout ça, c'est foutu. On peut vraiment très facilement raconter une histoire, de même qu'on peut raconter la traçabilité de n'importe quel objet avec un code QR. Donc c'est vraiment très facile à faire, il faut vouloir le faire. Et c'est ce vouloir le faire qui a toujours été difficile et qui reste difficile et qui va se faire, qui est en train de se faire. Voilà. Mais est-ce que par exemple, on a déjà des expériences d'espaces muséographiques qui ont introduit cette question-là et qui proposent au milieu des collections permanentes un espace qui permet justement cette lecture-là? Est-ce que vous pouvez citer des tentatives
Ça peut être ça, ça peut être un espace qui raconte l'histoire du musée, tout simplement. Il y en avait un pendant très longtemps au Louvre, pour ceux qui pratiquaient le Louvre encore il y a 10-15 ans. Il y avait l'histoire du Louvre, qui racontait que le Louvre s'est constitué par un vaste pillage porté par l'idéal de la Révolution française, qui est l'art est un produit de la liberté, il faut libérer les arts et les mettre au pays de la liberté, c'est-à-dire la France. Donc avec cette recette, cette doctrine, on était allé non seulement exproprier ceux qu'on considérait comme les ennemis de la liberté à l'intérieur de ce qui était la France, le clergé, la noblesse, la royauté, mais aussi tous ceux qui étaient à l'extérieur, les princes germaniques, le pape, etc. Voilà. Ça s'était raconté, ça l'est plus. Mais au Louvre, par exemple, certaines salles ont revu leur cartel. Et d'ailleurs, Toulouse, je pense, est assez riche de ces spoliations napoléoniennes, puisque en 1815, quand Napoléon a été contraint à quitter l'Europe, les conservateurs parisiens se sont défendus, mais n'ont pas résisté aux demandes de ceux qui avaient été pillés. Donc, en gros, tout ce qui avait été conservé à Paris, à la Bibliothèque nationale et au Louvre, a été restitué. En gros, certaines pièces très importantes sont restées. En revanche, ce qui était dans les musées créés dans ces années-là, les musées qu'on dit de province, donc les musées du décret Chaptal, Toulouse, Caen, Dijon, etc., eux ont bien résisté à la venue des Alliés, et vous voyez des pièces extraordinaires, notamment au musée de Caen, que je connais très bien, mais ici à Toulouse aussi, qui viennent de Cassel, de Brunswick, de Bologne, et qui n'ont jamais été restituées. Donc certains musées le disent, mais il faut avoir un savoir. Mais je connais un musée en particulier qui a fait l'effort massif de raconter l'histoire de ses collections, de sa collection africaine, c'est le Humboldt Forum à Berlin. Vous en avez peut-être entendu parler. Berlin avait en son cœur un château, le château des rois de Prusse, donc le siège des rois de Prusse depuis longtemps, puis du Kaiser, donc disons le cerveau du Kaiserreich. C'est au centre de Berlin, ce château qui a été à peine détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était encore là donc en 1945, mais qui se trouvait dans la partie est de Berlin et que l'Allemagne de l'Est a considéré devoir être dynamité, puisque c'était un symbole de l'impérialisme allemand qui avait mené, selon cette historiographie, au nazisme et à la catastrophe du XXe siècle. Donc la RDA a dynamité ce château des rois de Prusse, y a mis à la place un bâtiment moderne qui s'appelait le Palais de la République dans les années 60-70, une architecture soviétique, socialiste, moderne, avec beaucoup d'amiante, tout ce qu'on construisait pendant les années 70, mais qui a été un lieu d'identification de Berlin-Est et de la RDA à cette république-là, République démocratique allemande. Et à peine l'Allemagne réunifiée, le Bundestag a décidé de dynamiter le Palais de la République et d'y reconstruire un faux château des rois de Prusse, dont la façade reprend, donc comme un Disneyland, le plan et puis la façade du château des rois de Prusse, et l'intérieur est plutôt comme un aéroport ou un grand supermarché avec des escalators, et voilà. Et comme ils n'avaient pas beaucoup d'idées pour le contenu, ils ont décidé à ce moment-là, on est au début des années 2000, donc une dizaine d'années après la réunification, d'y mettre les collections ethnographiques. Or, et ça, vous souriez, enfin, on sent que ça grince. C'est un lieu de mémoire déjà très lourd, très géré à coup de dynamitage, donc pas très travaillé par le collectif. Et en plus, ils ont installé là donc les collections saisies dans les colonies africaines. On oublie, et les Allemands avaient oublié les premiers qui ont eu d'importantes colonies. Ils sont à l'origine du premier génocide des Herero et des Nama dans l'actuelle Namibie. Ils ont colonisé le Cameroun, l'actuel Cameroun, qui s'appelait Cameroun, le Togo, qui s'appelait Togoland, et l'actuelle Tanzanie, avec une partie du Rwanda. Et de ces espaces-là, africains notamment, ils ont extrait donc presque 75 000 pièces africaines, très anciennes, puisqu'ils étaient ils sont arrivés au Cameroun, par exemple, avant les Français et les Anglais. Donc les colonies allemandes vont jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'au traité de Versailles qui les leur prend, y compris dans le Pacifique. Vous connaissez l'archipel Bismarck, ça porte ces noms-là. Et de là aussi sont venues des collections importantes de Chine, avec la guerre des Boxers, qui était aussi une guerre coloniale. Et voilà. Et donc ces collections de 500 000 pièces au total ethnographiques sont maintenant en partie exposées dans ce château des rois de Prusse. Et ça a créé un débat, d'abord une opposition grande
d'historien de l'architecture à la reconstruction de ce lieu. Puis, une fois que le lieu était là et qu'il n'y avait plus rien à dire et rien à faire, une opposition forte à l'inscription de cet héritage colonial en plein centre de Berlin, qui est plutôt une ville, disons, techno, fluide, LGBTQ+. Donc ça, au milieu de la ville, sans une réflexion forte, ça a créé vraiment beaucoup de pression sur le musée, qui a été obligé, à partir de 2017, à raconter l'histoire des provenances. Alors, pour ce qui concerne le Nigeria, qui est l'actuel Nigeria, qui est un espace culturel très riche, les collections avaient été achetées par l'Allemagne sur le marché de l'art britannique autour de 1900, et le fait de raconter la provenance a amené directement à la restitution de ce qui était à Berlin. Donc la salle Nigeria est vide actuellement, ce qui est une manière de raconter l'histoire, et plus de 1000 pièces ont été restituées, ou vont l'être physiquement, mais ont été restituées sur le papier, ce qu'on appelle les bronzes du Bénin. Ce sont des pièces qui vont du XIIIe au XVIe siècle, pièces dynastiques de la ville de Benin City dans l'actuel Nigeria, sont rendues, ça y est. Donc cette salle-là est vide, et le musée raconte l'histoire de la raison pour laquelle cette pièce est vide. C'est-à-dire, mais alors avec des textes. Avec des textes, avec les concerts. J'imagine, non? Beaucoup de textes. Ils ont laissé quelques pièces pour qu'on puisse imaginer ce que c'était. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent soit des artistes, soit des professionnels des musées du Nigeria, qui expliquent que depuis les années 60, depuis les indépendances, ils réclamaient le retour d'une partie de ces pièces sous forme de prêts de longue durée, qui n'ont jamais obtenu. Et donc la frustration a mené jusqu'à cette restitution. Voilà, ça c'est la pièce. Alors vous montez l'escalator, vous arrivez dans Africa. Et Africa, donc du côté gauche, c'est vide. C'était le Nigeria. Enfin, c'était l'immense collection des bronzes du Bénin, la deuxième plus grande collection au monde. Les musées allemands, non seulement autour de 1900, pouvaient se servir dans les colonies, mais comme un musée, c'est un lieu d'affirmation nationale, et que le Kaiserreich était un jeune empire. Il avait besoin de rattraper en termes de musées Paris et Londres, et a acheté beaucoup. Donc ça, ces bronzes-là, ils les ont. C'est pas leur sang à eux qui était collé dessus, disons, ou le sang provoqué par la colonisation allemande, mais c'était plutôt les crimes des Britanniques qui ont été faciles à gérer là, ces 10 dernières années, en disant voilà, ça on l'a acheté légalement, mais ça a été acquis dans des conditions éthiques difficiles, donc on va rendre. Mais c'était facile mémoriellement de dire les Anglais ont été vraiment... ont commis des massacres, ont commis des crimes contre l'humanité, donc nous on rend. C'est allé vite, ça s'est fait vite. En revanche, pour leurs propres crimes, c'est-à-dire Cameroun, donc là, si vous entrez après l'escalator sur l'immense côté droit, là, le musée, qui a 40 000 pièces de ce pas très grand pays du Cameroun en Afrique centrale, le musée expose ces pièces et a été forcé de dire comment elles sont venues. Et là, ce serait pour moi un exemple raté, mais un exemple, et c'est pour ça que je dis que ça va durer longtemps de réussir à raconter les choses. Un exemple raté au sens où on entre dans une grande salle mal éclairée, où on voit des pièces monumentales qui sont notamment des éléments d'architecture de palais camerounais qui ont été brûlés, détruits, rasés au moment de l'expansion territoriale, donc par l'armée allemande, qui prenait les palais, enfin beaucoup d'objets de pouvoir, des trônes, des palais, des sceptres, notamment des pipes de pouvoir au Cameroun qui servaient à... C'était pas seulement parce que c'était joli et que les musées en voulaient, parce qu'un militaire, normalement, ne se charge pas de pièces qui pèsent plusieurs centaines de kilos dans des conditions de conquête militaire. Ils se sont chargés de ça. Aussi donc on prend les objets de pouvoir des autres pour leur enlever leur pouvoir. Un roi camerounais que vous essayez de vaincre et dont vous essayez de prendre les territoires, s'il n'a plus son trône, s'il n'a plus sa couronne, s'il n'a plus son palais, est sans pouvoir. Donc soit ils ont été de toute façon eux-mêmes capturés, envoyés en exil, etc. Mais ces lieux de pouvoir et ces objets de pouvoir ont été massivement transférés en Allemagne. 40 000 pièces camerounaises en Allemagne, c'est presque autant que toute la collection du musée du Quai Branly pour toute l'Afrique. Donc c'est énorme. Et là, le musée de Berlin explique, à côté de chaque pièce, à hauteur de cheville à peu près, vous savez, des petits labels, qui expliquent comment les pièces sont venues. Donc, entrée du palais de Baham, saisie par le colonel Glaoning,
de la Schutztruppe, la troupe de protection, comme on appelle l'armée coloniale, saisie en 1907, après que Glaoning a mis à feu le village de Baham et avant de mettre à feu le palais. Et puis vous allez sur l'autre, et le prochain, ça va être un trône pris au roi de Bangui, dans la ville d'à côté, au moment où le roi de Bangui était envoyé en exil, etc. Et tout est dit comme ça, cash, quelques expressions qu'on pourrait avoir encore plus cash, mais c'est vraiment très cash quand même. Parfois, il y a écrit le commandant Glaoning est tombé au Cameroun. Et c'est vrai que est tombé, c'est un peu un vocabulaire héroïsant, et qu'on pourrait plutôt aussi dire qu'il a été assassiné par les résistants camerounais, etc. Mais ça, c'est une autre chose. En tout cas, les choses sont dites de manière si cash, si vous voulez, qu'en réalité, on a l'impression de pénétrer dans un monument au village brûlé, quoi. C'est-à-dire que les œuvres n'ont plus aucun pouvoir, elles ne peuvent plus rien raconter d'elles-mêmes, de ce qu'elles ont été. Et en plus, quand vous vous penchez pour lire, il y a l'alarme du musée qui se déclenche. Depuis 5 ans, tout le monde le sait, mais ça reste. Donc on se penche, on lit Colonel Glaoning, village brûlé, massacre, viol collectif, et en même temps, ça fait... Donc voilà, ça c'est un exemple raté, mais courageux, enfin, ou en tout cas existant, d'une manière de raconter les choses, et probablement qu'il faudra trouver de meilleures manières de le faire. Et ce que vous racontez, moi, du coup, je le mets en écho avec une très modeste expérience à Turin, au musée d'égyptologie, parce que je me souviens avoir vu ce musée il y a 15 ans dans son ancienne muséographie qui était extrêmement vieillotte, et qui, c'était à l'ancienne, avec des vitrines et puis une forme d'accumulation un peu désordonnée, il faut quand même bien dire ce qui est. Et la nouvelle muséographie change radicalement le lieu, parce qu'on entre justement dans une première pièce où on nous raconte l'histoire du musée, et du coup c'est une histoire, bon, évidemment de l'Italie, mais pas que, parce que c'est aussi une histoire de l'archéologie, de Londres, et des échanges. Et alors ensuite la muséographie, et du coup c'est vrai que notre regard change complètement quand on entre dans ce musée. Moi je me suis dit, mais c'est 2 musées différents finalement, c'est 2 expériences... Voilà, moi, c'est juste cette modeste, ça me fait... Non, mais vous avez vraiment raison, et ça, c'est un exemple réussi, en effet. Ouais, moi, j'ai trouvé. Et assez rare, je crois. Et probablement que les Italiens qui ont eux-mêmes, disons, ces questions de provenance en Italie ou de restitution, elles sont vues différemment aussi, puisque l'Italie a été beaucoup pillée elle-même. Donc, elle a peut-être une sorte d'empathie avec ceux qui ont eux-mêmes perdu une partie de leur patrimoine. Et même si le sujet reste difficile, on peut dire il me semble, que, par exemple, aussi au musée de Rome, au musée africain de Rome qu'on connaît mal et qui a des richesses depuis les Médicis, qui est dans le quartier Eouer, les choses sont en train de bouger de manière étonnante et assez directement réussie. Disons, il n'y a pas ces tâtonnements qu'on peut voir ailleurs ou qu'on ne voit pas du tout. Je dirais qu'en France, pour le moment, le mouvement n'est pas encore très fort, par exemple. Moi, je voulais aussi, enfin, ça dépend, les pays ont des expériences différentes. Moi, je pense maintenant à Madrid. Ils sont en train de voir quoi faire avec le musée des Amériques, qui était un lieu, mon Dieu, ancien muséographiquement. Aussi, il y a un débat aussi sur la position de l'Espagne coloniale. Non, donc il y a plein d'éléments qui sont ensemble dans chaque la façon dont on répond le rôle des musées, l'appropriation des collections. Moi, je voulais vous demander sur le rôle de l'art contemporain et des artistes contemporains, que moi, je vois dans plusieurs contextes qu'ils ont eu un rôle quand même important dans l'intervention des espaces et aussi dans une façon peut-être moins directe avec ces cartels, non, d'intervenir et de faire parler ce passé. Par exemple, moi j'ai en tête, je pense à Maria Erschron, non, dans la documenta qu'elle avait fait ses bibliothèques de livres expoliés. Donc il fallait pas avoir, on avait une explication, mais on était confronté avec la bibliothèque des livres expoliés de la bibliothèque. Je me souviens pas si ça venait de Berlin, mais il y a Bolus Pajarpa, qui est chilienne, qui parle de musées hégémoniques dans la Biennale de Venise de 2017, où il parle aussi de ces espaces d'exclusion, non, ou par exemple Ariel Azoulay, qui n'est pas un artiste, mais qui a fait ce documentaire avec un artiste sur une question que j'ai trouvée très intéressante de votre livre, la différence entre possession et propriété, non, ces objets au cœur en lit.
sont possédés par l'équivalent, mais la propriété est d'autres, non, qui étaient des objets rituels, et ces gens-là, ils ne sont pas à l'accès, non. Donc, est-ce que vous pourrez commenter sur les rôles que vous voyez qu'il y a eu l'art contemporain, que peut avoir aussi dans ces dispositifs? L'art contemporain joue un rôle clé. Alors, moi, je suis toujours inquiète quand les politiques, par exemple, quand il y a des décisions politiques à prendre et qu'on dit, bon, on va laisser les artistes trouver les solutions. Les artistes contemporains, je trouve que souvent, pour des décisions politiques, comme sur les restitutions ou des débats, des choses très difficiles, que les institutions dont elles ne veulent pas s'emparer, elles délèguent parfois beaucoup. Mais, dans ce cas-là, il y a aussi vraiment une appropriation du sujet par un grand nombre d'artistes et d'institutions d'art contemporain. Vous avez cité la Documenta. On pourrait penser à la Biennale de Berlin qui a été, dont le commissaire était Kader Attia, qui lui s'intéresse aux questions de restitution-réparation, l'idée de réparation par les arts, par l'art contemporain, mais aussi en regardant les pièces qui ont été apportées dans les musées. L'ex-musée du Congo à Tervuren, qui s'appelle près de Bruxelles, qui s'appelle maintenant Africa Museum, a un très grand programme de résidence pour des artistes congolais qui font beaucoup de travail mémoriel là. Donc l'art contemporain joue un rôle central, mais je voudrais dire que le cinéma joue aussi un rôle très, très ancien sur ces questions-là, depuis les années 60, notamment sur le continent africain, ce qui explique le plus peut-être et le plus clairement pourquoi il aurait fallu, dès les années 60, rendre aux pays africains spoliés une partie au moins de leur patrimoine. Ce sont des cinéastes, et je pense à Nii Kwateo-Wu, par exemple. Et aujourd'hui encore, si je fais le bond, vous avez sans doute entendu que l'ours d'or de la dernière biennale à Berlin, du Festival du film de Berlin, est allé à Mati Diop pour le film Dahomey. C'est-à-dire, c'est une des plus grandes récompenses du cinéma contemporain après Cannes, je dirais, l'ours d'or ou la Mostra. Et en tout cas, ce film Dahomey de Mati Diop, qui est franco-sénégalaise, porte entièrement sur la question des pièces restituées à la République du Bénin. C'est 2,5 tonnes de trésors qui ont quitté le musée du Quai Branly il y a 2 ans et qui sont aujourd'hui entre Cotonou et Ouidah. Et ce film-là en dit plus, mieux, avec une puissance bien plus forte que tout ce que peut faire un livre ou une université ou même, je dirais, une installation d'artistes, puisque le cinéma, en mettant ensemble la parole, le son, l'image, le mouvement, a un médium, et un médium idéal pour faire parler des œuvres, faire parler des publics, montrer la mobilité des pièces. Et ce film de Mati Diop, que j'ai vu maintenant beaucoup et qui sera, je crois, en septembre en salle en France, est bien la preuve que d'autres approches permettent probablement de mieux parler ou de très bien parler de ces questions-là. Alors, on a bien compris que tout votre travail repose sur l'étude des circulations, bien sûr, et vous employez dans ce dernier livre un terme très particulier qui est translocation. Et on voulait revenir avec Paola justement sur ce terme, sur le choix que vous en faites, parce que finalement, quand on vous lit, et quand on lit l'histoire de ces circulations, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas des circulations paisibles. C'est des histoires de pillage, de conquête, de vol, de destruction. Et donc, on se disait avec Paola, finalement, c'est aussi une histoire des violences culturelles, finalement, ce que vous racontez. Et du coup, moi, je pensais à un autre pendant de ça. Est-ce qu'il peut y avoir des translocations paisibles? Est-ce que ça peut exister? Alors, dans le cinéma, c'est différent, parce que les archives de cinéma sont reproductibles, mais il y a des échanges. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des mouvements de solidarité qui pourrait faire en sorte qu'on ait de temps en temps des... Alors ma question, il y a plein de questions dans ma question, entre translocation et puis est-ce qu'il y a des translocations paisibles? Alors juste un mot sur le terme translocation, c'est un terme emprunté à la génétique dont j'ai eu besoin dans mes travaux et dont on a eu besoin avec mon équipe à Berlin. On est une trentaine à travailler sur ces questions. Donc on vient de différents horizons, notamment nationaux, et on avait besoin de termes qui nous permettent de ne pas avoir déjà dans le terme lui-même l'interprétation de la chose. Quand on dit pillage, on est déjà dans le côté de l'accusation. Quand on dit spoliation, quand on dit conquête artistique, comme le disait la Révolution française, on est du côté du vainqueur, etc. Quand on dit en Russie actuelle, les Russes parlent encore de trophées
quand ils parlent de ce qu'ils ont pris en Allemagne en 1945. Et voilà. Et tous ces termes encapsulent déjà un point de vue, une perspective et une violence, si on veut. La violence de celui qui a été spolié ou de celui qui a pratiqué l'acte. Et on avait besoin d'un terme qui ne neutralise pas tout, comme circulation, parce que circulation, c'est un terme plat, si on veut, historiquement. C'est géographique. On fait circuler, tandis que, par exemple, restitution, par exemple, a une profondeur historique, puisqu'il y a un restitution, il s'est passé quelque chose avant, après, etc. Et on avait besoin d'un terme qui dise le plus possible en un mot et qui nous permette de ne pas nous écharper directement sur la terminologie. La terminologie, enfin, parler de ces choses-là, c'est pour ça qu'il y a une libération de la parole, mais il y a beaucoup de travail sur la langue et la parole. Voilà, translocation, empruntée à la génétique, ça permettait de dire, en génétique, c'est quand un chromosome change de place, ou qu'il y a ce déplacement, translocation, il y a aussi une transformation de la chose. La chose se déplace et se transforme. Et dans translocation, on avait l'avantage de la dimension du lieu, d'une part, translocation, donc Nefertiti vient de Tel El Amarna, près de Al-Minya, en Égypte centrale. Elle est transloquée à Berlin en 1913. Elle arrive directement de sous le sable à l'île des musées, sans passage par l'université, par la photographie, etc. Elle est vraiment... Ouais, hop. Et ça en fait quelque chose d'autre. Ça en fait une icône des avant-gardes à Berlin. Donc on avait la transformation de la pièce dedans. Et dans cette transformation, on avait un peu cette dimension temporelle du coup. Voilà. Donc est-ce qu'il peut y avoir des translocations douces ? Oui, certainement, bien sûr. Là, on met l'accent beaucoup sur les icônes, les pièces très importantes, Nefertiti, l'hôtel de Pergame, le trône du roi Njoya, etc. Ce sont des pièces très, très importantes parce qu'elles ont été des pièces de pouvoir. Souvent, les pièces importantes, c'est des pièces royales. Nefertiti, c'est la femme d'Akhénaton, c'est pas n'importe quelle bonne femme, disons. Une Vénus. L'hôtel de Pergame, c'est l'hôtel de Zeus. Vous voyez, l'hôtel de Pergame, on ne peut pas le voir depuis 2014 à Berlin, puisqu'il est invisible jusqu'aux années 2030. En tout cas, il vient de Bergama, près de Izmir. Izmir, en Turquie, nous, on pense Izmir en termes touristiques, mais Izmir, c'est Smyrne. Et Pergama, c'est une ville qui est déjà évoquée dans la Bible. Voilà. Et l'hôtel de Pergame, c'est l'hôtel de Zeus en Méditerranée. Donc c'est énorme. Rapporter l'hôtel de Zeus à Berlin, ça veut dire quelque chose politiquement. C'est pas juste on rapporte des belles pièces hellénistiques, quoi. On rapporte l'hôtel de Zeus dans le Kaiserreich et on le met sur l'île des musées, le long de la ligne de train Paris-Moscou, en 1876. C'est-à-dire que, en termes de symbolique, vous vous appropriez l'hôtel de Zeus antique, vous le mettez sur l'île des musées, vous le connectez avec la technique la plus contemporaine, le train, et vous le mettez sur la ligne entre deux empires, Paris et le Tsar. Et quand on traverse Berlin, on le voit par la fenêtre. C'est pas rien. Donc, ces translocations, même s'il y a eu un accord entre l'Empire ottoman, etc., il y a d'abord toujours beaucoup de diplomatie grise, ou de ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui, de manière un peu vulgaire, des magouilles qui permettent de faire cette translocation. Mais elle est de toute façon, à cause des implications, autre chose que douce. C'est pas doux. On fait pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les musées, avec toutes les transformations, ces machines à transformation, ce qu'elles arrivent à faire, ce qui est phénoménal, c'est à transformer ces moments de pouvoir, d'affirmation politique, d'affirmation militaire, etc., en c'est beau. C'est juste beau. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est que nous-mêmes, on ne pense plus qu'au beau. Et c'est bien, hein. Ça nous nourrit, ça fait de nous des Européens qui avons le sens du beau, qui savons, depuis peut-être si on l'apprend à l'école, etc., ce que c'est que l'art grec, hellénistique, etc. Super. Mais enfin, ça n'a pas été pris juste parce que c'était beau. Ça a juste été pris parce qu'il y a autour de 1900, cet impératif catégorique de la translatio imperii, la translation des pouvoirs, et la translation des pouvoirs qui s'est faite d'Athènes à Rome, à Paris, comme disaient les gens de la Révolution française. Rome n'est plus à Rome, Rome est tout à Paris. Autour de 1900, ça vient. Les Allemands, Berlin dit à ce moment-là, voilà, la puissance civilisationnelle était en Grèce et maintenant elle est à Berlin et on le prend. C'est pas juste beau. Nefertiti, c'est pas juste beau. C'est en 1912 quand elle est prise. C'est ce qui est sous le sol appartient à la France.
parce que la France considère depuis Napoléon que l'Égypte est sa première fille. Ce qui est au-dessus du sol appartient à l'Angleterre qui fait ses barrages, ses routes et son hydraulique. Et les Égyptiens, là-dedans, ne jouent absolument aucun rôle. Donc on est vraiment dans un contexte colonial d'expropriation culturelle, d'extraction culturelle, pour ce qui concerne ce qui est sous la terre, et aussi d'extraction des sols, de tout ce qu'on peut trouver là. Voilà, bon. Donc, et d'expansion. Sans parler du canal de Suez. On est vraiment dans une géopolitique très lourde et très forte. Donc, je reviens sur la question, est-ce qu'il peut y avoir des translations douces si on pense, la réponse du tac au tac, ce serait beaucoup de choses ont été achetées, ça s'est fait sur le marché de l'art, donc ça, c'est, en tout cas, il y a un consentement, disons. Mais là encore, souvent, les consentements sur le marché de l'art, c'est des consentements dans des périodes d'asymétrie, de capitalisme au pluriel, très, très grandes. Donc, si vous, comme les Allemands, au milieu du XVIIIe siècle, Dresde, donc le royaume de Saxe, très grand royaume, très riche, s'ils viennent tous les ans voir les moines de Piacenza qui ont la Madone Sixtine, en leur disant « Oh, ça va mal chez vous, hein. Ouh là là, la récolte, oh, ça allait mal cette année. Et puis, nous, on vous l'achèterait bien, cette Madone Sixtine de Raphaël. Hein. Et puis, on vous donnerait beaucoup d'argent. » Et la première année, les moines refusent. La deuxième année, les moines refusent. La troisième année, les moines refusent. Et la quatrième année, il y en a un qui commence à dire si on la vendait, au moins, on pourrait avoir à manger l'année prochaine et restaurer peut-être telle et telle partie de l'église. Et finalement, au bout de 7 ans, il cède. Donc le royaume de Saxe, en effet, paye beaucoup pour avoir cette Madone Sixtine, qui depuis est à Dresde. Mais voilà, est-ce que c'est doux ? Oui, il n'y a sûrement pas eu de coup de feu pour ça. Mais c'est quand même ces asymétries du capital, de l'argent, qui sont une manière un moteur des musées, disons. Un des moteurs invisibles des musées. Et comme vous le savez, ou le savent tous ceux qui ont fait de l'histoire de l'art dans ma génération, par exemple, jusqu'à maintenant, art et argent, ça ne se pensait pas beaucoup ensemble, ou pas du tout. Dans le milieu universitaire, dire qu'un musée, c'est aussi un lieu courtisé par le marché de l'art, instrumentalisé par le marché de l'art, et inversement, ça ne se disait pas ou peu. On parlait assez peu du pouvoir des collectionneurs, du pouvoir décisionnel, etc. Si vous allez au musée du Quai Branly aujourd'hui, vous avez une collection entière de Marc Ladreit, donc donnée par Marc Ladreit de la Charrière, qui a décidé lui-même de la forme des vitrines. Voilà. Donc c'est bien, mais ça vient d'un contexte, ça vient d'un contexte précis qu'il est important de connaître aussi. Ça n'enlève rien à l'intérêt du musée et à sa puissance, voilà. Mais je crois, pour finir là-dessus, que nous autres Européens, qui avons souvent le sentiment que notre supériorité d'Européens vient de notre culture d'Européens, et que cette culture nous est arrivée parce que nous l'avons produite dans nos belles villes, comme ici, comme Londres, comme Paris et autres, Stuttgart, on oublie souvent beaucoup le prix que d'autres ont payé, ou l'absence, voilà. Vous avez Nefertiti à Berlin, ça veut dire qu'elle est absente ailleurs. L'hôtel de Zeus n'est pas à Bergame, etc., etc. Et penser l'absence, c'est pas forcément penser la violence, mais c'est réussir à se mettre en lien avec les musées comme lieu d'appropriation aussi. Oui, bon, en fait, les projets, c'est un projet de décolonisation du musée en grande échelle, non, parce qu'il ne s'agit pas seulement des œuvres épigées ou transloquées, mais il y a aussi il y a aussi cette idée, non, on ne peut pas comprendre la Renaissance sans la colonisation et sans l'esclavage, comme on dit Walter Mignolo. On doit reconstituer les musées dans une autre chose. La question, c'est dans quelle chose ? Parce que dans l'ADN des musées européens, c'est l'idée de civilisation, c'est l'idée d'universalisme, de neutralité. Et donc, c'est qu'un projet, finalement, le projet, c'est de défaire ça pour construire quelque chose d'autre. Où on est dans ces constructions, je me demande. En fait, les pauvres musées, j'allais dire... Ils ont beaucoup à faire, quand même. Ils ont beaucoup à faire, et ils sont les seuls, ou ils sont les institutions au premier rang, en première ligne
pour toutes ces questions-là. Pourquoi ? Parce que le musée, comme dispositif, c'est fait pour montrer quelque chose. Vous avez beaucoup d'autres institutions européennes qui ont profité de cette histoire du colonialisme, etc. Les opéras, les théâtres, nos villes, nos urbanismes, Haussmann, tout ça. Tout le monde en a. Mais en tout cas, les musées, depuis le début, sont faits pour montrer quelque chose. Donc, ils restent maintenant au centre de nos villes et ils montrent quelque chose. Et en plus, ce qu'ils montrent, ils l'ont acquis pendant cette période-là. Un opéra ou un théâtre, c'est immatériel. C'est plus difficile d'aller attraper la chose. Un musée d'histoire naturelle rempli de lions et d'éléphants, par exemple, ou un musée rempli d'antiquités venant de l'Empire ottoman, c'est obligé, ça se voit. Donc, ce sont les premiers qui servent maintenant aussi de théâtre à beaucoup de manifestations, de pression, qu'elles soient décoloniales, mais même environnementales. Vous savez que presque toutes les semaines, au British Museum, des jeunes gens se barbouillent de noir, mais avec conviction et sérieux, parce que le British Museum est sponsorisé par BP, des choses comme ça. En tout cas, beaucoup de débats sociaux importants, y compris les questions de genre, de viol, etc., sont négociés maintenant dans l'espace du musée et sont devenus des lieux où des activistes se présentent. Et c'est dur pour les musées, bien sûr, puisque eux, en l'espace de moins d'une génération, d'une demi-génération, sont obligés de passer d'un mode, comme vous le disiez très justement, la beauté, l'universel, le tendre, le doux, le beau, la culture, l'instruction, la République, la laïcité. On est ouvert le dimanche, gratuit par rapport à l'Église, etc. Voilà, c'est ce mode-là. À un mode, on est aussi les conservatoires et les vitrines d'une appropriation, d'une accumulation effrénée qui déborde amplement la surface de ce qu'on peut voir, puisque les caves, les dépôts, les réserves sont sous nos pieds, derrière nos murs, partout en fait, si on veut, en Europe. On a, si vous pensez au musée du Quai Branly qui présente 1000 pièces sur son plateau africain, et il y en a 68 000 en réserve, ou Berlin qui en présente 150 sur 75 000 pour ce qui concerne l'Afrique, ça veut dire que partout, on est entouré de ça de manière invisible. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je pense qu'on en est d'abord. On est là encore pour le moment dans cette sidération des musées qui s'aperçoivent qu'en effet, c'est eux qui rendent le plus visible tout ça. Et les nouvelles générations qui arrivent ont peut-être c'est plus leur langue maternelle, disons, de poser la question de l'origine de notre consommation culturelle. Et je pense que ceux qui arrivent maintenant aux commandes de ces grands musées patrimoniaux vont trouver un moyen de le faire. Et à mon avis, où on en est, on est ici, on en parle. Donc la parole, comme toujours, c'est le premier acte du changement, la libération de cette parole, disons, patrimoniale. Les universités bougent, puisqu'on voit dans les recrutements, c'est souvent... Les recrutements, c'est des sortes de baromètres pour voir si un sujet qui est déjà très fort dans la société civile, qui est beaucoup discuté, entre dans l'institution. Donc on est dans la période des recrutements, là. On voit arriver... dans les jurys, des jurys qui acceptent des positions qui, il y a 4 ou 5 ans, n'auraient pas du tout été acceptables ou acceptées à la Sorbonne, à l'École normale supérieure à Paris, par exemple. Moi-même, j'ai passé 5 ans au Collège de France avec ces questions-là. Et le souhait était que j'y reste. Donc, les institutions bougent et ça commence à changer. Mais c'est sûrement un processus lent, trop lent pour certains, trop lent, trop rapide pour d'autres, ceux qui sont encore dedans et qui s'accrochent aux lectures précédentes. Et on est dans des temporalités... voilà. Mais je dirais que de toute façon, un des grands malentendus qui s'est brisé maintenant, c'est que le patrimoine... On a l'idée que le patrimoine, c'est matériel. On parle du patrimoine matériel, le patrimoine de la France. Or, le patrimoine, c'est pas ça. Le patrimoine, c'est la négociation permanente des sociétés autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? On le vide, on le remplit, on le recycle, on le met au frigo. Quelle société veut quoi pour son patrimoine ? Et si vous vivez en Allemagne, là aujourd'hui, donc on est à quoi, 30 ou 40 ans après la réunification, vous ne voyez par exemple presque nulle part de l'art socialiste qui pourtant remplissait les musées de Dresde, Leipzig, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet art socialiste qui est partout, dans les réserves, les dépôts, les caves des musées allemands, n'a pas encore été
ils n'arrivent pas encore à le discuter, c'est trop sensible, ça fait des conflits permanents. Les quelques fois où cet art a été exposé, ça a fait des débats très violents, des grandes déchirures affectives aussi. Donc ça, ils n'en parlent pas encore, donc ça reste caché. Mais le patrimoine, c'est la discussion. Et la discussion qu'on est tous en train de mener autour de ces provenances, comme on les appelle, ces origines, ces histoires des musées, on est déjà là. Ça y est, on en parle. Alors que, voilà, il y a encore 10 ou 15 ans, on parlait très peu de ces questions. Et quand on parlait seulement, et à juste titre, et il fallait le faire, des spoliations pratiquées par les nazis dans l'Europe occupée, que ce soit en Allemagne même, à l'égard de toutes les populations juives européennes massacrées. Donc on en a parlé dans les années 90 autour de ça. Et maintenant, le sujet s'élargit et il ne faut surtout pas mélanger les sujets. La période coloniale, ou les appropriations coloniales, ne peut pas être confondues ou traitées sur le même plan que les spoliations nazies. Mais néanmoins, les réceptacles de tout ça, ce sont les musées. Ce sont les mêmes personnels, les mêmes institutions qui, dans les années 50-60, ont refusé de rendre aux familles juives ce qui leur revenait, et aux États africains qui réclamaient. C'était les mêmes personnes. En Allemagne, c'est très net. C'est le même président de la Fondation des biens culturels prussiens qui étouffe le sujet des spoliations nazies et qui étouffe le sujet des spoliations coloniales. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais du point de vue du réceptacle, du musée, et c'est-à-dire de nous, en fait, les visiteurs, les visiteuses, c'est visible au même endroit et c'est pour ça qu'on peut quand même les penser ensemble. Alors, le temps des questions du public est venu, donc je vous apporte le micro si vous voulez réagir, poser des questions. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question sur l'appropriation, depuis l'Europe, de l'Europe à l'Europe et de l'Europe à l'Afrique. La première, elle revient sur la question des Allemands et de l'appropriation de la culture grecque par les Allemands au XVIIIe et jusqu'à Martin Heidegger. Est-ce que cet esprit grec que les Allemands ont voulu s'approprier jusqu'à penser qu'ils allaient construire une nouvelle Athènes, est-ce que ça a joué dans l'appropriation matérielle des monuments de la Grèce et de la Grèce en Turquie et ailleurs qu'en Turquie, pardon, jusqu'aux confins de l'Inde, ou même jusqu'à l'Inde, jusqu'aux frontières de l'Inde. Et la deuxième question, vous n'avez pas évoqué Tervuren, et donc c'est une autre manifestation du pouvoir. Alors je pense au livre de Christophe Boltanski, et cette visite étonnante de Boltanski, avec d'abord encore tout l'apparat qui normalement aurait dû être liquidé du roi Léopold, et cet éléphant symbolique que Christophe Boltanski nous décrit comme une espèce, surtout la nuit, puisqu'il est là-bas la nuit dans cette série Une nuit au musée. Voilà, donc sur ces deux questions qui sont toutes les deux, qui ramènent au symbolique et à notre histoire européenne d'une certaine façon. Merci beaucoup. Elle ramène au symbolique et elle ramène à l'enchevêtrement quand on évoque les questions. Maintenant, on met tout ça sous l'étiquette de la restitution et on pense souvent que restituer, c'est ramener de A à B, etc. Mais non, restituer, c'est vraiment un fait, on pourrait dire, c'est un fait historique ou culturel global et repenser ces continuités. Donc, les Allemands se considérant depuis Winckelmann au plus tard comme les héritiers légitimes au XVIIIe siècle, les héritiers légitimes de la Grèce antique, c'était au même titre que, disons, la France considère que l'Égypte est sa fille. Au même moment, les Allemands, eux, sont vraiment les enfants directs des dieux grecs. Et ils produisent la science linguistique. Les meilleurs linguistes, les meilleurs hellénistes, les meilleurs connaisseurs de la Grèce antique en histoire de l'art, etc., vont être produits par ce domaine allemand. Donc évidemment qu'il y a une parenté construite qui amène à ce naturel avec lequel on va s'approprier l'autel de Zeus, d'autant plus que nous-mêmes, donc les Allemands, sommes les connaisseurs et que sur place, ce sont des abrutis. Parce que les populations locales à ce moment-là, en fait, ce qui est marrant, c'est de voir la déconnexion entre l'archéologique, ou même dans les représentations, on va vous montrer des monuments avec personne autour. C'est comme si c'était vide et que ça n'attendait que d'être pris par l'Allemagne. Or, si on lit les récits
de fouilles, etc., on voit bien que ceux qui font le travail, ce sont les locaux, et que les locaux sont décrits comme des incapables, des imbéciles, des personnes qui ne comprennent rien à ce qu'elles ont sous les pieds, et que ça justifie d'autant plus, donc l'anthropologie, disons, ceux qui vivent là à ce moment-là, qu'on ne voit pas sur les images et qu'on invisibilise, sont considérés comme incapables. Il y a cette présomption d'incapacité très forte qui justifie aussi le transfert. Donc oui, il y a une évidence totale, et de même que au même moment, les Allemands sont grecs, les Français sont romains. Et s'approprient les collections du Vatican avec voilà. Donc c'est vraiment des faits historiques, culturels, globaux et des généalogies qu'on découvre, et c'est pour ça que c'est violent. C'est pas parce qu'on rapporte 26 trésors de là à là ou qu'on réfléchit à rendre Néfertiti, c'est parce que toutes nos constructions culturelles, identitaires, positives, nos identités positives peuvent être ou vont être ou sont détricotées par ces débats-là. Et Tervuren, en effet, le roman ou la nouvelle ou le texte de Christian Boltanski, Boltanski, lisez-le. Donc il a été enfermé, c'est une idée du musée de Tervuren ou de l'éditeur, d'enfermer de grands auteurs pendant une nuit dans un musée. Et il a choisi Tervuren, donc l'ancien musée du Congo, musée colonial belge, qui comporte 180 000 pièces du seul Congo. Donc, vous imaginez, c'est comme si le Congo était représenté avec 180 000 pièces dans un espace qui est une copie du Petit Palais à Paris, donc un bâtiment 1900 aujourd'hui, classé, ce qui explique pourquoi Christophe Boltanski retrouve tout l'appareil symbolique de Léopold, puisqu'on peut pas repeindre aujourd'hui, par exemple, des cartes immenses qui font 11 mètres de long sur 5 ou 6 mètres de haut, qui représentent les bienfaits de la Belgique pour le Congo, ou qui a l'avancée des explorateurs, etc. Donc on est dans une architecture totalement classée, protégée et coloniale violente, d'une part. D'autre part, avec un musée qui tente depuis 5 ou 6 ans de se décolonialiser avec ces programmes que j'évoquais tout à l'heure, son directeur Guido Grissels, qui a fait un grand effort, mais c'est très dur de lutter contre le bâtiment, et des collections qui, en fait, ont pris tout le Congo, donc l'actuel RDC, c'est le Congo-Kinshasa, en fait, presque, on pourrait dire pratiquement par couche. C'est-à-dire que tout ce qui était sous terre, en termes de minéraux, mais aussi d'ossements humains, ce qui est sous terre est classifié là-bas, ce qui était à la surface de la terre, les plantes, est classifié là-bas, l'humain est classifié, les papillons, et vous allez jusqu'aux esprits, si vous voulez, avec toutes ces religions qui sont aussi classifiées et rangées dans ces cases qui séparent au lieu de lieu. Donc c'est un lieu très impressionnant, mais je dirais que moins loin que Bruxelles, même à Paris, si vous allez au musée de l'immigration, qui était l'ancien musée, vous avez des alligators au sous-sol, albinos, les fameux alligators albinos vivants qui aujourd'hui, donc qui symbolisent les colonies ou qui symbolisent la mémoire de ça, des alligators qui n'ont jamais vu la lumière et sont dans un sous-sol sombre, donc albinos, tout blanc, en dessous de ce qui est devenu le musée de l'immigration. Donc en fait, en termes de symbolique, Tervuren, c'est chaud, mais on a ici des exemples aussi qui sont tellement éclatants de dissonance ou de dissonance cognitive. Enfin, c'est tellement évident qu'il faudrait faire quelque chose avec ces animaux-là. Voilà, donc il y a l'éléphant empaillé, mais les alligators albinos vivants sous le musée de l'immigration, je pense que c'est quelque chose aussi qui va dans le même sens. Bonjour, vous avez parlé au tout début de cet entretien d'un tambour de guerre qui était exposé avec les instruments de musique. Et je voulais vous demander, de façon très subjective évidemment, comment vous, curatrice de musée ou curatrice d'exposition, vous l'auriez exposé, à quel endroit et à quel endroit vous l'auriez inventorié. Alors, j'ai la grande chance de ne pas être curatrice d'exposition et je suis heureuse d'avoir aussi... et je suis consciente de ce privilège de pouvoir parler de ces questions-là depuis l'université, c'est-à-dire depuis une institution qui ne possède pas ou peu de collections propres et qui n'a donc évidemment pas du tout la responsabilité de ces collections et aussi l'inquiétude d'éventuellement les perdre. Donc, je me rends bien compte que c'est très facile
du point de vue universitaire ou d'artistes contemporains de parler de tout ça, et que c'est beaucoup moins facile quand soi-même on est curateur ou curatrice ou commissaire ou directeur d'un musée et responsable d'une collection. Et il a été dit parfois que Felwinsar et moi, on déteste les musées, on veut leur destruction, etc. En tout cas, pour ce qui me concerne, d'abord, Felwin, c'est pas son cas à lui, mais pour ce qui me concerne, non. C'est plutôt un amour des musées qui fait que, dans mon cas, j'ai vraiment envie qu'ils arrivent à passer ce cap dont j'ai absolument conscience qu'il est très difficile à passer quand on est l'institution elle-même. Et mon tout premier travail universitaire est né au Louvre. Je peux dire que symboliquement, je suis née, disons, au Louvre au moment de cette exposition sur l'histoire du Louvre sous la Révolution française, l'exposition sur Dominique Vivant-Denon, et que voilà, donc moi j'ai un attachement particulier à ces institutions. Donc ces tambours, c'est des instruments de communication. J'ai dit tambour de guerre, je l'ai un peu simplifié. Dans le contexte camerounais notamment, ce sont des tambours qui peuvent peser jusqu'à 450 kilos, qui sont taillés dans des troncs d'arbres. Donc un tambour peut très facilement avoir la taille de ce podium et être haut comme ça, qui ont des fentes en haut et qui permettent de faire passer la communication, c'est-à-dire un langage, si on veut faire de mauvaises comparaisons, ce serait quelque chose comme du morse, mais avec des mélodies, des rythmes, etc. Faire passer un message de vallée en vallée, très loin. À Berlin, donc, par exemple, Berlin en possède beaucoup. Les Allemands, autour de 1900, qui étaient en train de coloniser le Cameroun, étaient très avides des tambours. Le tambour était en plus au féminin, dit Trommel, le tambour à fente. Donc, la tambour à fente, il y a tout un fantasme érotique qui marche avec ces tambours qui sont... Voilà. Et les musées allemands, qui dans la structure fédérale de l'Allemagne sont nombreux, ont une sorte de course au tambour. Ils veulent le plus gros. Donc, voilà. Et à Berlin, vous avez une dizaine de très grands tambours comme ça, dit Trommel, qui sont présentés actuellement de manière verticale. Oui, mais parce que il y a toute cette idée de militaire, disons phallique, prendre ces très très grands tambours, qui sont des tambours à fente, donc qui normalement, si vous allez aujourd'hui encore au Cameroun dans des chefferies qui sont encore très nombreuses, ces tambours sont à l'entrée de la chefferie, dans des maisons à elles, dans des pavillons, disons. C'est pas des bonnes traductions, mais donc un tambour à sa maison, à l'entrée de la chefferie et à l'horizontale, et est activé à certains moments de l'année. À Berlin, le très grand tambour qui vient de la région des Bamileke, des Grassfields, celui-là, 450 kilos, est présenté verticalement. Donc moi, en tout cas, je ne l'aurais pas présenté verticalement, déjà. Et après, comment on fait? C'est compliqué, certes, mais en tout cas, je pense que c'est important d'expliquer que ce n'est pas un instrument pour faire des parties de musique. C'est vraiment un instrument de communication, et ce serait beaucoup plus intéressant pour le public de comprendre que la résistance passe par la communication codée. Enfin, surtout aujourd'hui, c'est vraiment des questions qui sont tellement proches de nous, de la question de ne pas se faire comprendre de l'ennemi, d'avoir des codes. Donc, en plus, les ethnomusicologues qui étaient là en même temps ont enregistré ces mélodies, les ont notées. Donc, il y a plein de choses à reconnecter. Je dirais que c'est ça. Ma réponse, ce serait de reconnecter les choses autant que possible, et surtout avec l'accord et la compétence et l'envie et le désir de ce d'où viennent ces pièces qui existent encore et toujours là-bas. C'est pas que il y a tout ce narratif du sauvetage, on a sauvé les choses sinon elles auraient été détruites, mais non, des tambours comme ça vous en voyez encore, certains connaissent encore ces rythmes, ces mélodies, et il faut de toute évidence s'associer. Et pour ce qui me concerne, je suis pratiquement persuadée que si on faisait ce travail de reconnexion à Berlin, très vite tout le monde à Berlin serait d'accord pour que ce tambour, et les mélodies, et les enregistrements, et les notes, et tout ce qui va avec, soient rendus à ceux qui n'ont plus ces traces anciennes, en tout cas, qui en ont gardé des formes contemporaines, mais qui n'ont plus l'épaisseur historique de ça. Une question ici. Merci beaucoup. Autour de la question des restitutions, je me souviens de débats entre historiens de l'art. Il y a eu, il y a quelques années, un engouement, mais aussi un affolement, je dirais, au sein des historiens de l'art. Et heureusement, et il y avait deux points fondamentaux qui ressortaient. C'était, et je dirais irrésolu à l'époque, c'était d'abord
qu'est-ce qu'on restitue, parce que certains objets, on les a considérés, nous, Européens, comme des objets, des œuvres d'art, mais ils n'en étaient pas en réalité dans leur contexte d'origine. Donc certains pays africains critiquaient aussi le fait qu'on en avait fait des œuvres d'art et donc questionnaient où est l'œuvre là-dedans et dans quel contexte. Ensuite, si on nous le restitue, on le conserve. Et ça vient une deuxième question, c'est où le conserve-t-on ? Qui est un faux débat, à mon avis, qu'on a eu, en tout cas en France, c'était de dire, oui, mais ces pays, et vous avez évoqué le Nigeria par exemple, sont dans des situations très compliquées où il n'y a pas les structures pour les accueillir. Et donc il y avait quelque part une posture à nouveau coloniale qui était de dire, il faudrait les former ou laisser le temps pour qu'on forme des conservateurs, des restaurateurs sur place, comme si il n'en existait pas ou comme si on ne pouvait pas enfin sortir du débat et laisser les pays s'approprier ces objets et les exposer ou pas, comme ils l'entendaient. Voilà, il y avait ces deux points. J'aimerais bien vous entendre directement sur ces deux sujets-là. Oui. Merci beaucoup. Ça fait partie en effet des 5 ou 6 motifs qui ont empêché pendant longtemps la discussion. Il y avait celui de la boîte de Pandore. Si on rend ça, on va perdre tout. Il y avait celui de cette présomption d'incapacité. Ils ne savent pas ce que c'est. Avec beaucoup de guillemets. Ils ne savent pas ce que c'est et de toute façon, ils ne vont pas savoir le conserver. Et la question aussi qui allait ensemble beaucoup, si on rend aux mauvaises personnes, on va créer des guerres civiles. Donc il vaut mieux ne pas aborder le sujet. Et ces motifs-là, ils servaient surtout à empêcher d'en parler. Parce que dès que vous dites, si on rend ça, on va avoir des musées vides, c'est l'émotion maximum. Personne ne veut avoir de musée vide, donc on arrêtait d'en parler directement. Et sur la question de l'art, ou plutôt celle que vous avez posée, c'est qu'est-ce qu'on rend ? En fait, de mon point de vue, c'est vraiment très simple. On rend ce qui est demandé. C'est-à-dire, et ce n'est pas nous qui faisons la liste. Et c'est surtout ça, le plus important. Et on s'aperçoit, ensuite, quand on écoute et qu'on regarde ce que veulent ceux qui s'expriment, ce sont souvent et pratiquement exclusivement, pour le moment, des objets dynastiques qui rappellent de très près les pouvoirs précoloniaux démantelés. Ce qui est retourné à Cotonou, au Bénin, ce sont les trésors dits d'Abomey, les 10 trésors d'Abomey qui, quand ils ont été pris, ont marqué la fin du royaume d'Abomey, qui est un des grands royaumes d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, c'est des œuvres qui, historiquement et symboliquement, sont très fortes. Et même si nous, et le premier qui en a fait de l'art, c'est sûrement Le Corbusier, qui a été le premier à les dessiner, l'architecte. Le Corbusier, qui, quand il avait 20 ans, les a déjà dessinés au musée du Quai Branly. Et après, quand il était plus âgé et déjà très connu, les a remis en scène dans un film à l'exposition universelle de Bruxelles en 1959. Donc il en a fait quelques... Voilà. En tout cas, c'est ça qui est rentré. Donc qu'est-ce qu'on rend ? On rend ce qui est demandé. Et d'ailleurs, les Béninois ne sont pas très contents que ces 26 pièces qu'ils ont récupérées n'aient pas été... c'est pas eux qui ont demandé ces 26-là. Ils en voulaient quelques autres. Et si on leur avait demandé de faire le choix eux-mêmes, ils auraient fait un autre choix. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. Et l'autre question, celle des structures, c'est une question beaucoup discutée, des structures et des personnels. C'est une question beaucoup discutée et j'aurais 2 réponses très rapides. La première, c'est d'abord que le musée, c'est un mode possible de réappropriation. C'est un endroit possible de réappropriation, mais qu'il y en a d'autres et d'autres modes de monstration qui sont tout à fait aussi légitimes et que nos collègues sur le continent discutent aussi beaucoup. Par exemple, la procession, des choses qui sortent 1 ou 2 fois par an et qui traversent une ville et qui attirent autant d'attention qu'un musée ouvert 5 jours sur 7, par exemple, d'une part. Et d'autre part, et c'est une réponse historique, mais c'est celle à laquelle je crois le plus, comme j'ai commencé mes travaux à moi autour de la Révolution française, etc., je sais qu'on ne trouve pas de solution pour son patrimoine et on ne forme pas de personnel pour son patrimoine tant que le patrimoine n'est pas là. Vous voyez, pendant que tous les trésors de Prusse étaient à Paris, entre 1806 et 1815, personne n'a construit de musée à Berlin. C'est normal, en fait, parce que quand les choses ne sont pas là, on n'imagine pas qu'elles vont revenir. Et c'est seulement quand les pièces reviennent physiquement que se mettent en route les mécanismes de réflexion. Donc au Bénin, là, le retour physique des 26 pièces amène actuellement la construction de 4 musées.
qui sont discutés, certains disent non, c'est pas le bon endroit, ils ont trop l'air européens, c'est des agences françaises, c'est une agence française qui les fait, etc. Mais voilà, c'est différent au Nigeria, à quelques centaines de kilomètres de là. À Lagos, où la discussion est partie dans un tout autre sens, quand la République fédérale a restitué à l'État fédéral du Nigeria, qui au bout d'un mois a dit « Ah, nous, on rend au roi, au bas de Benin City », donc les Allemands décomposés. Ouh là là, mais on croyait que ça allait retourner dans un musée qu'on était en train de financer. Et là, c'est retourné dans les collections de l'Oba. Oui, mais bon, dans cette région du monde, les rois ont aussi des musées traditionnels. J'étais il y a 15 jours à Fumban, au Cameroun. Donc, Fumban, c'est vraiment Wakanda, si vous voulez. Leur musée, c'est au Cameroun, en pays Bamileke, un sultanat. Et le sultan a un musée qui vient d'ouvrir il y a 15 jours en forme d'araignée géante. Donc l'araignée étant le symbole de la sagesse, en pays Bamileke. Une araignée géante qui surplombe la ville, comme une sorte d'ovni, comme ça. Et on rentre dans le musée par un serpent à double tête. Donc vous rentrez dans la bouche, tchac. Et à l'intérieur, il y a l'héritage ou le patrimoine du sultanat de Fumban, depuis des têtes d'hippopotame, trophées de guerre, jusqu'au dernier sac à main de la sœur du dernier sultan, ou qui a un sac à main, je ne sais pas. Louis Vuitton ou Chanel, j'en sais rien. En tout cas, c'est les trésors dynastiques. L'idée de musée dynastique existe. Donc, il y a beaucoup de formes différentes, mais c'est seulement quand les pièces reviennent que ces formes se mûrissent. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Il faut y aller. Peut-être je peux juste une question pour dire, parce que sur la question de Bénin, j'ai trouvé, peut-être on doit se poser qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces restitutions et comment ces objets sont observés, parce que c'est très joli, non, la fin, comment ces gens qui sont en train d'actuellement penser comment ces objets ont parlé à ces objets, avec quelle mélodie. Ce sont des choses qu'un occidental ne penserait pas. Donc, peut-être les processus, après, ça sera, on peut apprendre aussi des autres façons d'appropriation culturelle et de montrer les œuvres, de comment les conserver. Enfin, moi, on n'est pas là parce que les restitutions sont très récentes, quoi. Mais c'est intéressant de penser qu'est-ce que nous, on peut apprendre, pas exclusivement de leur enseigner à conserver idéalement. Oui, vraiment. Et on a beaucoup à apprendre. On va s'arrêter là. Oui, mais alors, il faut que ce soit très, très court, alors. Très, très court. Moi, je voulais juste préciser qu'il y a aussi certaines œuvres qui sont remises en question au sein d'un même territoire et qu'il y a une mobilité de certaines œuvres au sein d'un même territoire. Je pense notamment aux statues, par exemple celle de Bugeaud, qui sont remises en question donc, par la population. Et si je prends l'exemple de mon quotidien, ce serait peut-être la statue de Marie-Antoinette en Martinique qui a été déboulonnée. Ma question, c'était comment les musées peuvent accueillir ces œuvres qui sont en fait, remises en question par la population de par leur passé colonial et de par leur symbolique. Surtout que contrairement aux musées, ce sont des pièces qui s'imposent à nous et qu'on ne va pas forcément aller rechercher intentionnellement comme c'est le cas dans les musées. Merci beaucoup. C'est la question du déboulonnage des statues et de la présence dans l'espace public de mémoires qui ne sont pas partagées ou qui sont vues différemment. Je pense que là, il y a eu pas mal d'exemples de musées qui ont, notamment aux États-Unis, qui ont fait l'effort de contextualiser. Je pense à New York, je pense que c'était devant le musée d'histoire naturelle, une statue qui a été mise à l'intérieur et avec beaucoup d'explications. Donc, pour ce qui me concerne, ma réponse, c'est pratiquement toujours la même, c'est parlons-en, en fait. Libérons la parole et juste, simplement, faire comme si de rien n'était, ou dans la cour du Collège de France, la célèbre statue de Champollion, vous la connaissez peut-être sur des photos, donc dans la cour du Collège de France, vous avez Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, qui est comme un jeune homme romantique, donc il pense, comme ça, il pense. Donc il pense comme ça, et en fait, vous ne regardez jamais vraiment très clairement, et on pense qu'il a le pied sur un rocher, comme n'importe quel représentant de sa génération romantique, en train de penser... Non, mais il a le pied sur une tête de sphinx d'Égypte. Donc en fait, l'iconographie du pied sur la tête de l'Égypte, donc là, c'est vraiment l'Européen qui a le pied sur la tête de l'Égypte et qui réussit à la déchiffrer. On peut l'interpréter de beaucoup de manières différentes. Certains Égyptiens se sont mobilisés pour que cette statue disparaisse. Moi-même, j'ai eu un choc en la regardant pour la première fois, après l'avoir vue 1000 fois. J'avais du temps, j'attends là, et je vois, ah non, mais c'est pas un caillou, en fait. c'est Ramsès. Oups. Mais ce qui, à mon avis, ne marche pas, c'est ce qu'a fait le Collège de France, là, récemment, c'est de la repeindre, de la restaurer. Elle est maintenant encore plus belle qu'avant. Avant, elle avait des rayures noires à cause de la pluie. Bon.
Maintenant, elle est flambant neuve, blanche et tout, mais sans un mot d'explication, comme si c'était normal. Et pareil, si je me déporte à Douala, au Cameroun, vous avez un très grand monument à la gloire de Leclerc de Haute-Cloque, un général français, qui n'est pas commenté non plus. Enfin, le seul commentaire, c'est que maintenant, il est derrière des grilles pour le protéger des vandales, alors qu'on est au Cameroun, etc. Donc je pense que c'est précisément ces statues dans l'espace public devraient être des endroits qui invitent à la parole. Et dans mon cas, qui suis quand même dans des sujets violents, où il y a beaucoup de violences mémorielles ou de mémoires qui s'affrontent, moi je suis toujours reconnaissante quand ces débats se font de manière douce, qu'on réussisse à parler ensemble. Parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Et parfois, on arrive à saisir ces différents degrés de complexité et d'avoir un peu d'empathie pour la position des autres uniquement si on prend le temps, si on prend vraiment le temps. Ça ne peut pas se faire en un programme d'1 heure. C'est long et c'est douloureux, y compris pour quelqu'un comme moi qui, par exemple, me suis rendu compte au Cameroun l'été dernier, et j'arrête après, mais avec nos collègues, on était en train de faire un atlas de l'absence, donc de l'absence du patrimoine camerounais au Cameroun, en langue allemande. Et on s'est rendu compte au moment où on relisait les épreuves du livre que presque toutes nos phrases avaient un sujet, le sujet de la syntaxe, le sujet, c'était presque toujours un allemand, le verbe, c'était presque toujours un verbe d'action, et l'objet, c'était presque toujours un camerounais. Le colonel Glaoning arriva dans l'empire du roi de Baham à telle date. Et on s'est rendu compte de ça après 3 ans de travail, en fait. On était là et on s'est dit, ah non, on ne peut pas laisser comme ça. Maintenant, toutes les phrases où c'est possible, on va retourner. On ne va plus dire... Et c'est nos collègues camerounais c'est ensemble, on était ensemble. Et ils ont dit, non, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire, le roi Assoumani vit pour la première fois un Allemand à telle date. Et on s'est mis à transformer les phrases. Oui, mais vous souriez, mais en fait, moi, ce que ça a fait sur moi, dont l'allemand n'est pas une langue maternelle, c'est que pendant presque 1 semaine, je ne pouvais presque plus parler. Parce que j'inversais les syllabes dans les mots. Vous voyez, au lieu de dire on va au restaurant, ça devenait on va au thon roasté. Et c'était physique. Parce qu'en fait, se décoloniser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est toute une syntaxe, c'est tout. C'est tout, en fait. Et quand on commence à le faire, et moi j'ai beaucoup de bonne volonté depuis longtemps, mais c'est seulement l'été dernier où il m'est arrivé ça que je me suis dit ça y est, j'ai fait un pas en avant. En fait, c'est ça les vrais pas. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça demande beaucoup de confiance, ça demande, à mon avis... en Allemagne, ils font beaucoup de dialogue, ils disent on va dialoguer avec les communautés d'origine, mais moi je ne crois pas trop au dialogue, je crois vraiment plutôt on ne se regarde pas, mais on travaille ensemble sur le moteur. Parce que se regarder, c'est quand même dur. C'est pas toujours facile de juste faire ça. En revanche, si on tricote ensemble, si on fabrique ensemble quelque chose, qu'on répare ensemble, sans trop se regarder, et qu'on a cet objet tiers, dans notre cas, on est tous amis et tout. Hein. Mais si je m'étais assise avec mes collègues camerounais pendant 3 ans, en disant « Alors, c'est dur pour toi ton roi, là, tout son royaume est dans notre musée, ça te fait du mal ?» Et que eux, en échange, avaient dit « Vous êtes vraiment immondes, les Européens. » Non. En revanche, le fait de travailler pendant 3 ans sur ce livre, dans une langue qui nous était étrangère à tous, on parlait pas allemand, c'est pas notre langue maternelle, l'allemand, ça nous a vraiment permis moi, en tout cas pour ce qui me concerne, de me transformer complètement. Et c'est ça, se décoloniser. Et ces musées, ces statues dans l'espace public pourraient peut-être permettre qu'on prenne le temps et qu'on y aille doucement. Il faut y aller fort, mais il faut prendre le temps aussi. Et voilà, ce serait plutôt ça. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir, qui se tenait du 22 au 26 mai 2024. Réalisée et mise en onde par Radio Radio.